Bonjour et bienvenue sur ce webinaire Comprendre la liberté de choisir son avenir professionnel, issu de la loi du 5 septembre 2018. Cette initiative est à l'issue du pôle BF-Care et Créative. Christine Bazin, chargée de professionnalisation des acteurs de la formation chez Amphore, va vous présenter en quelques points les grandes lignes de cette réforme. Bien, bonjour à tous. Oui, donc effectivement, on va démarrer. Donc la loi modifie en profondeur l'apprentissage et la formation et comprend aussi des mesures sur l'assurance chômage, l'égalité hommes-femmes, l'emploi des handicapés et la lutte contre le travail détaché. Si l'ensemble de la loi ne sera opérationnel qu'en 2021, de nombreuses mesures sont effectives depuis le 1er janvier 2019. Alors, au niveau des enjeux de la réforme, il s'agit bien effectivement de développer la performance économique des entreprises, d'investir dans la formation et la compétence et de donner à chacun la liberté de choisir et la capacité de construire son projet professionnel. Donc, cette loi modifie notre système de formation existant et impacte fortement, bien sûr, sur les pratiques des entreprises, des salariés et des partenaires de formation. Donc, ces modifications portent sur une nouvelle gouvernance et de nouveaux acteurs, une nouvelle architecture financière, une nouvelle définition de l'action de formation et une évolution des dispositifs de formation. Alors, en matière de nouvelle gouvernance, eh bien, il y a France Compétences, donc, qui est une autorité nationale de régulation et de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui a été créée au 1er janvier 2019. Cette instance a pour mission d'assurer le financement, la régulation, le contrôle et l'évaluation du système de la formation. Son action est de promouvoir le développement des compétences, l'acquisition des certifications, ainsi qu'une égalité d'accès à la formation de l'ensemble des actifs. C'est-à-dire de permettre à tous, salariés, demandeurs d'emploi, entreprises, de s'adapter aux mutations technologiques et de progresser en compétences. Ainsi, de donner à chacun plus de liberté professionnelle, une liberté donc de choisir un métier correspondant à ses aspirations, de changer d'entreprise ou bien de créer sa propre entreprise et également d'innover dans la formation de ses salariés. Tout ça afin de garantir plus de protection pour s'insérer et évoluer sur le marché du travail. Donc, une nouvelle configuration des OPCA que vous connaissiez, qui sont donc devenus des opérateurs de compétences, ça s'appelle donc OPCO maintenant. Donc, avec un passage de 20 OPCA à 11 OPCO, les opérateurs de compétences ne seront plus des collecteurs, donc activités qu'ils avaient auparavant, donc dans le financement de la formation, mais auront 3 missions importantes. Celle d'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'alternance et de contribuer à la construction des certifications professionnelles. Donc, la seconde mission, c'est également d'assurer un service de proximité auprès des TPE et PME, notamment sur l'amélioration de l'information et de l'accès des salariés à la formation professionnelle, ainsi que l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins, et puis donc d'informer sur la formation, ou plutôt donc, de faire la promotion de l'action de formation en situation de travail et de la formation à distance. Enfin, le troisième point est d'assurer le financement des contrats d'alternance et du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, on vous a mis à disposition une liste des 11 OPCO qui ont reçu l'agrément du ministère du Travail et qui vous permettra de consulter les conventions collectives et rattachées. Alors, une nouvelle architecture financière du financement de la formation. Donc, ce schéma, donc, juste pour vous illustrer et surtout pour vous expliquer que pour simplifier les circuits de financement qui étaient devenus trop lourds, la loi propose un nouveau fonctionnement de ce financement à l'horizon de 2021, car pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait opérationnel.
Ce qui va changer, notamment pour les entreprises, c'est la contribution de la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage qui sera unifiée et s'effectuera par une collecte automatique de l'URSSAF qui transférera donc ces fonds à France Compétences, le régulateur donc national. Ainsi, France Compétences redistribuera ces fonds collectés et qui serviront à financer les formations en direction des demandeurs d'emploi, le conseil en évolution professionnelle, le compte personnel de transition professionnelle, le compte personnel de formation traditionnelle, on va dire, puis les majorations des coûts des contrats d'apprentissage, l'alternance et les plans de formation des TPE et PME. Donc cette nouvelle collecte sera effective que fin 2020, voire début 2021. Donc des nouveaux dispositifs qui existaient quand même un peu avant, mais qui ont été profondément modifiés. Donc dans les nouveautés, on a le CPF qu'on appelle maintenant le CPF rénové, mais on a donc un autre nouveau dispositif qui est le CPF transition professionnelle. Dans le contrat d'apprentissage, ce sont des modalités qui ont été modifiées à l'intérieur, également pour le contrat de professionnalisation. Et puis donc nous avons un nouveau dispositif en alternance qui est l'APOA et l'action de formation en situation de travail. Pour le compte personnel de formation rénové, donc, cette dénomination résulte d'une volonté d'ouvrir le CPF à plus de formations et à responsabiliser les bénéficiaires dans l'usage de la formation. Ainsi, donc, depuis le 1er janvier 2019, le CPF auparavant alimenté en heures a été converti en euros. Donc maintenant, ce CPF est monétisé. Et l'abondement sera à raison de 500 € par an pour chaque compte ouvert. Alors, je rappelle justement que pour que le salarié puisse bénéficier ou entreprendre une démarche de formation, il est impératif qu'il ouvre son compte personnel sur la plateforme Mon compte formation. Donc, vous avez le lien sur les slides. Alors, pour illustrer finalement cette conversion d'heures en euros, nous avons mis un schéma qui est récapitulatif, qui va vous donner une idée de la conversion des droits acquis par chaque salarié, et donc la conversion des heures en euros et en fonction des années, puisque bon, la mise en application du CPF date de 2014 et donc le nouveau CPF qui vient d'entrer en cours donc à partir du 1er janvier 2019 monétisé. Donc un CPF pour quel type de formation? Donc, avant 2019, l'utilisation du CPF était possible uniquement pour des formations inscrites sur des listes éligibles. Depuis le 1er janvier 2019 et afin de faciliter l'accès à la formation, sont éligibles au CPF l'ensemble des actions, des certifications, habilitations et actions qui sont essentiellement enregistrées au répertoire national des certifications, au répertoire spécifique inventaire, dont la certification CLIA. Également pour permettre d'obtenir une attestation de validation des blocs de compétences, de préparer à l'épreuve du code de la route, et également donc des actions de bilan de compétences, de formation pour accompagner le conseil et la création de entreprises d'entreprise, la VAE, les formations destinées aux bénévoles, et également pour les demandeurs d'emploi qui vont aller jusqu'à la qualification de formation. Voilà. Alors, tout nouveau dispositif qui vient d'être mis en place à partir du 1er janvier 2019 et qui est donc une autre modalité du CPF et qui vient finalement remplacer le congé individuel de formation disparu au 31 décembre 2018. Donc, ce nouveau dispositif pour financer des formations certifiantes plus longues pour des salariés souhaitant changer de métier ou de profession. Donc, comme le principe est le même que celui du CIF, le salarié doit effectuer une demande écrite auprès de son employeur
en fonction de la durée de sa formation. Donc, si celle-ci est de plus de 6 mois, il doit effectuer sa demande auprès de l'employeur 120 jours avant le début de la formation. Si cette formation est inférieure à 6 mois ou qu'elle se déroule à temps partiel, donc sa demande doit être au plus tard 60 jours avant le début de la formation. Également, comme lors du congé individuel de formation, la rémunération du salarié pendant le congé de transition professionnelle est également prévue. De plus, le salarié pourra bénéficier d'un conseil donc en évolution professionnelle afin d'affiner son projet en amont de la demande de financement. Donc, la structure et l'appellation FONGESIF va disparaître fin 2019 au profit des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, également appelées les transitions professionnelles, à partir du 1er janvier 2020. Et elles seront chargées des financements des projets. Voilà. Dans le cadre toujours du CPF transition professionnelle, des cofinancements ou abondements seront possibles selon la somme d'argent détenue sur le compte du bénéficiaire et également le coût de la formation. Alors, par exemple, le titulaire d'un CPF détient 1 500 € sur son compte. La formation qu'il envisage est de 2 500 €. Donc, soit le titulaire a la possibilité de compléter lui-même le coût de la formation, ou alors de solliciter son OPCO ou son employeur, ou voir d'autres institutions qui pourront venir donc cofinancer son projet professionnel. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs un projet partagé. Donc, pour illustrer le fonctionnement d'une démarche dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, vous voyez un peu le fonctionnement, hein, le salarié doit respecter des conditions et justifier les motivations de son projet, le changement de métier et la preuve d'investigation autour de l'emploi dans la région. Enfin, donc, le dossier sera accordé si acceptation par la commission paritaire interprofessionnelle du caractère réel et sérieux de la demande. Enfin, le salarié pourra démissionner pour entreprendre une formation, notamment de création ou de reprise d'entreprise, s'il justifie dans son projet des éléments suffisamment solides d'investigation à la création d'entreprise et de l'opportunité sur le territoire. Alors, une application mobile pour le bénéficiaire du CPF qui lui permettra de faciliter finalement, je dirais que grâce à cette utilisation, une application mobile dédiée gérée par la Caisse des dépôts de consignation et mise en œuvre à partir du second semestre de 2019 permettra de connaître le montant des droits inscrits et des abondements possibles, de s'informer sur les formations éligibles, de gérer le dossier d'inscription aux formations et de procéder au paiement des formations. Nous passons à l'alternance. Le système de l'apprentissage est profondément revu afin de remettre entreprises et apprentis au cœur du fonctionnement et du financement. Donc, les impacts de la loi sur l'apprentissage sont essentiellement sur le changement de statut des CFA qui deviennent des organismes de formation à part entière. Et puis, la loi permet aussi la libération de l'offre de formation, c'est-à-dire qu'un centre de formation ou une entreprise peut créer son CFA sous certaines conditions. Alors, par contre, à partir de 2020, la création d'un CFA n'est plus liée à une obligation, en tout cas à une demande d'autorisation auprès de la région, mais à une simple déclaration d'activité. Et d'ici 2022, les CFA devront avoir obtenu une certification qualité. Donc, toujours dans la libération du marché de l'apprentissage, la loi ouvre la possibilité aux entreprises de créer leur propre centre de formation d'apprentis, amplifiant ainsi l'offre de formation. Donc, pour les entreprises, s'offrent deux possibilités.
celle de création d'un CFA ou d'une section d'apprentissage accessible à tout public, ou alors d'un service dédié à ces seuls apprentis. Donc, pour en savoir plus sur la création d'un CFA, je vous invite à consulter le site du ministère du Travail, où il y a donc une information très très précise là-dessus. Au niveau des contrats d'apprentissage, donc quelques modifications, notamment sur l'âge limite de signature d'un contrat d'apprentissage qui passe de 26 ans à 29 ans, hein, on révolue. Et donc les apprentis pourront entrer tout au long de la formation, ce qui complexifie aussi la mise en place de l'apprentissage pour les CFA. Ainsi que donc la durée du contrat sera entre 6 mois et 3 ans et la durée de la formation de 25% de la durée totale du contrat. D'autres modifications également concernant les aides à destination des employeurs. Hein. Donc l'aide unique s'adresse aux employeurs de moins de 250 salariés qui concluent un contrat en apprentissage à compter du 1er janvier 2019 pour la préparation d'un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau inférieur ou égal au bac. À noter également qu'à partir du 1er janvier 2020, le dépôt du contrat d'apprentissage par l'employeur se fera auprès des opérateurs de compétences dont il dépendra et non plus auprès de la chambre consulaire. Donc, et il y a une autre modification qui concerne l'apprenti avec une rémunération, enfin une hausse de sa rémunération minimale, hein, on revient à 30 € de plus par mois pour un niveau CAP. Donc, tout nouveau dispositif de l'alternance, hein, la promotion par l'alternance, qui remplace les périodes de professionnalisation qui ont été supprimées. Ce dispositif permet aux salariés, notamment à ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser leur évolution ou effectivement cette promotion professionnelle hein, pour maintenir leur emploi dans l'entreprise. Le dispositif donc est destiné aux salariés donc en fonction des différents contrats qu'ils peuvent avoir et surtout il est important que ces salariés aient un niveau de formation inférieur à la licence. Donc, pour récapituler un peu les trois dispositifs en alternance, ce schéma vous permet de faire une comparaison entre ces trois dispositifs en fonction des objectifs visés, des niveaux de qualification visés, la durée du contrat et puis donc la mise en place des procédures et du financement. Donc, toute nouvelle modalité de formation, la FEST. Donc, c'est un peu comme la formation sur le tas, mais la loi du 5 septembre 2018 rend désormais possible les actions de formation en situation de travail. Donc, je vous ai mis un petit contact pour rappeler les expérimentations qui ont eu lieu de 2015 à 2018, donc, pilotées par le réseau ANAC-ARAT et les comités scientifiques et techniques, qui ont permis de poser cette première brique pour déterminer les contours et les conditions de cette modalité de formation de façon à ce qu'elle soit reconnue comme une véritable action de formation. Au niveau des enjeux, eh bien, on va dire que ces expérimentations ont permis, je dirais, de contribuer à une innovation juridique et également à une innovation pédagogique. Mais l'autre enjeu, c'est également le développement des compétences dans le cadre de cette AFEST, qui constitue un enjeu économique, social et financier dans toutes les entreprises et en particulier dans celles de moins de 50 salariés, qui sont d'autant exposés à la transformation numérique des métiers, mais qui investissent moins dans la formation. Donc ce schéma, hein, pour vous permettre de mieux comprendre la mise en œuvre de la FAST,
qui comprend une analyse de l'activité pour l'adapter à des fins pédagogiques, la désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale, la mise en place de phases réflexives et des évaluations spécifiques des acquis de la formation. Donc, concernant les phases réflexives, elles ont pour objet d'utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail. Elles doivent permettre d'observer, d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis, dans l'objectif de consolider et d'expliciter davantage les apprentissages. Enfin, ce qui différencie la phase de la formation informelle, on va dire, c'est sa mise en situation, donc avec une intention de former dans un contexte organisé et structuré, la formalisation des objectifs, la traçabilité, les différentes situations de travail transformées en situations pédagogiques et articulées avec une mise en place de moments réflexifs. Donc, c'est un véritable échange de transfert de savoir entre professionnels et experts. Non, pardon, entre professionnels experts et novices. Au niveau du plan de développement des compétences, donc, le plan de formation de l'entreprise est simplifié et devient le plan de développement des compétences. Donc, la loi distingue désormais les formations obligatoires et celles qui ne le sont pas. Donc, dans ce plan, on va dire, on distingue les formations obligatoires ou nécessaires qui sont celles qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction. Ensuite, les actions de formation autres que celles citées, et dites non obligatoires, mais qui permettent aux salariés de monter en compétence. Donc, ces actions constituent aussi du temps de travail effectif et donnent lieu, bien sûr, au maintien de la rémunération. Donc, à noter que le plan de développement des compétences peut également prévoir des actions de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme. Enfin, donc, nous avons l'entretien professionnel, qui est une obligation pour l'employeur. Donc, cela consiste à la réalisation d'entretiens professionnels avec les salariés tous les 2 ans. Donc, ce sont des entretiens bisannuels sur les perspectives d'évolution professionnelle en donnant une information sur la BAE, le conseiller en évolution professionnelle ou bien le CPF, et donne lieu à la rédaction d'un document qui est à remettre aux salariés. Tous les 6 ans, un état des lieux doit avoir été effectué avec le salarié qui doit avoir au moins bénéficié de tous ces entretiens professionnels et au moins une formation autre qu'une formation obligatoire, notamment la FAST, à titre d'exemple. Donc, en cas de non-réalisation de ces entretiens, la loi prévoit un abondement correctif de 3 000 € par salarié donc à faire donc par l'employeur. Donc, enfin, quelques références pour compléter votre information, donc, cette cytographie qui vous permettra d'avoir des éléments différents. Je vous incite aussi à consulter France Compétences, l'instance nationale, qui vous donnera des informations régulières au cours de la mise à jour de cette. Et pour plus d'informations, vers qui s'adresser? Eh bien, votre OPCO, votre branche professionnelle, votre comptable ou bien expert comptable, et également en consultant le site Amphore ou bien celui de Centre Info. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette présentation. Donc, si vous avez donc, il n'y aura pas de questions, visiblement. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Des questions.
pour partie, effectivement, à partir du second semestre, donc, on va dire l'application de certains décrets vont être en cours, mais dès le 1er janvier 2019, il y a déjà eu des applications de décrets mis en œuvre. Alors, ensuite, deuxième question, le rôle de la région dans ce dispositif, eh bien, la région perd sa, on va dire, sa contribution autour de l'apprentissage, puisque l'État reprend la main sur ce dispositif. Donc, certaines régions, on va dire au niveau national, ont pris la décision de respecter la loi et d'autres ont pris la décision de continuer à financer pour partie les dispositifs de l'apprentissage.